Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25 dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. Téléspectatrices et téléspectateurs de la Télé Soleil, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Modèle, cette nouvelle émission que vous propose la Télé Soleil. Modèle, comme son nom l'indique, est un espace où des personnalités ayant réussi dans leur domaine respectif vont défiler pour nous parler de leur parcours, de leurs succès, de leurs échecs et aussi nous parler des difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Modèle est un espace où des jeunes pourront puiser du parcours de nos personnalités afin de bâtir leur propre succès. Un point important à souligner, à Modèle, ce sont les personnalités qui nous reçoivent. Nous allons chez eux, puiser ce qu'ils ont de mieux à offrir et vous l'apporter chez vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, à Modèle, nous allons parler d'éducation des plus petits, puisque, comme le disent beaucoup de personnes, tout se joue entre 0 et 6 ans. Nous allons parler d'éducation des plus petits avec une professionnelle en la matière. Vous vous demandez tous sûrement de qui il s'agit, alors je vous laisse découvrir tout seul. Qui suis-je? Mon nom de famille rafraîchit et soulage ceux qui ont soif. Mes écrits sont des sucreries dont raffolent les enfants. Et enfin, je suis une professionnelle en éducation pour les jeunes enfants. Vous l'avez deviné, je suis Sabine Boisson. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue chez Madame Sabine Boisson qui nous reçoit aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle émission que vous propose la Télé Soleil. Allez hop, on y va. Bonjour Madame Sabine. Bonjour Alessandro. Ça va très bien, merci de nous recevoir. C'est un plaisir pour moi. Et oui, chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes chez Madame Sabine Boisson. Madame Sabine Boisson que vous connaissez bien. Vous connaissez tous Piouli, dont on va parler tout à l'heure. Vous connaissez Madame Sabine Boisson parce que c'est une amie de la Télé Soleil. Vous l'avez souvent vue. On l'a souvent invitée à J'appelle au Soleil. Mais aujourd'hui, c'est elle qui nous reçoit. Merci encore, Madame Sabine Boisson, de nous recevoir. Bon, quand le soleil rentre quelque part, forcément, ça nous met de bonne humeur et je suis très contente de vous recevoir chez moi. Ça fait plaisir, madame. Justement, on connaît Piouli, surtout les enfants, mais on ne connaît pas assez madame Sabine Boisson. C'est qui, madame Sabine Boisson? Bon, il est toujours difficile de parler de soi, mais quand même, en bref, je peux dire que je suis éducatrice de la petite enfance et j'ai comme l'impression que je suis tombée dans le chaudron à ma naissance parce que je n'ai fait que ça toute ma vie. Je continue à travailler dans le domaine. Disons que j'ai eu un jardin d'enfants, le Kindergarten Sabine, qui a formé de nombreuses générations depuis le temps. Et c'est un plaisir pour moi maintenant de récolter les fruits et les grains que j'ai semés parce qu'il s'agit, dès que je sors, je vais faire une course la plus banale qu'elle soit. Je rencontre toujours un de mes anciens élèves. Et ces élèves sont maintenant des professionnels dans notre pays et des professionnels en terre étrangère. Donc je crois que c'est la profession qui peut permettre de récolter des fruits aussi savoureux. C'est celle d'être éducateur. Parce que nous ne formons pas la matière, nous formons des êtres humains et qui sont censés et qui sont obligatoirement les citoyens de l'avenir. Donc, pour moi, c'est la plus belle profession. Ah, d'accord. Donc, vous dites que vous avez fait ça toute votre vie. Vous avez fait des études? Oui. J'ai fait mes études primaires, secondaires, bien sûr. Et après la classe de philo, la terminale, je suis entrée à l'école normale de jardinière d'enfants, qui à l'époque s'appelait plutôt le Centre d'études pour l'éducation préscolaire, qui était dirigé par Marie-Thérèse Colimon Hall
et elle s'était adjointe une personne de Poix et de Poigne, Madame Lucienne Rameau-Leroy. Donc elles étaient donc toutes deux à travailler. Et c'est Marie-Thérèse Colimon Hall qui a fondé cette école, la première école normale de jardinière d'enfants. Elle s'est rendue compte après ses nombreux voyages aux États-Unis et surtout en Europe, elle s'était rendue compte à l'époque que le maillon manquant, c'était cette éducation préscolaire, cette éducation des tout petits et qui est la première pierre qu'il faut mettre dans l'édifice humain. Et quand elle est revenue de ses longs voyages d'études à Paris, du Centre international de l'enfance de Paris, elle s'est attelée à la tâche et elle a fondé cette école, le Centre d'études pour l'éducation préscolaire, qui, je crois, la fondation de cette école remonte à 1966. Ça veut dire que toi, Alexandro, tu ne savais pas si un jour tu serais là en train de causer avec moi. Justement. Mais est-ce qu'avant ça, on ne s'intéressait pas vraiment à l'éducation à la base ou bien? Il y a des personnes, il y a des pionnières, et je pense qu'il est juste de les citer. Il y a Jacqueline Turian Cardozo, qui avait fondé à l'époque le kindergarten Jacqueline Turian, où de nombreux jeunes ont commencé. Il y avait l'école de le Jardin Fleuri de Yolène, Madame Yolène Rameau. Il y avait aussi les Joyeux Lutins de Jocelyne Guilbeault. Et peut-être que j'en passe, alors je demande aux autres de me pardonner, mais bon. Alors ces personnes avaient commencé avant la création de l'école normale de jardinière d'enfants. Et puis maintenant, l'école normale a pris le relais et a formé vraiment des professionnels. Parce qu'avant, il fallait partir pour aller prendre ce diplôme et revenir. Mais à partir des années 65-66, cette école ayant été fondée, de nombreuses jeunes filles, de nombreuses dames, de nombreuses religieuses sont venues à la source et croyez-moi, c'était de la bonne source. D'accord. Vous avez dit de nombreuses jeunes filles, mais est-ce que les hommes ne s'intéressent pas à ce métier? Pas beaucoup. Je dois dire que les hommes, les premiers qu'on a vus débarquer à l'école normale, c'était plutôt des jeunes hommes de province. Mais à Port-au-Prince, non. Et puis, au fur et à mesure, mais vraiment des proportions tellement négligeables que je considère qu'un homme qui choisit cette profession en Haïti, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut expliquer ceci par cela en disant que la jardinière d'enfants, l'éducatrice de la petite enfance, est d'abord, véritablement ou dans l'âme, est une mère. Parce que pour s'occuper des petits-enfants, il faut bien qu'on ait certaines qualités maternelles. Mais j'avoue aussi que je me souviens d'un étudiant particulièrement de l'école normale. C'est un étudiant qui est venu s'inscrire. Il était déjà dentiste. Et il a décidé que ça l'intéressait et il a été un étudiant extraordinaire. Je tairai son nom. Je ne sais pas s'il serait d'accord qu'on le dévoile, mais vraiment, ça a été un étudiant extraordinaire. Et se sentant à l'aise, n'ayant aucun complexe d'être parmi tant de filles. Et il était toujours le premier à intervenir, à dire sa façon de penser. Et vraiment, on a beaucoup apprécié. Et ça devrait encourager d'autres jeunes hommes à rejoindre les rangs de l'école normale. Mais justement, quand on parle d'enfants, on voit surtout la mère. Mais est-ce que vous pourriez nous dire quelles qualités sont requises pour travailler avec les jeunes enfants? Bon, quand je dis jeunes enfants, il faut bien que je précise. Le curriculum de l'école normale, c'est de 0 à 6 ans. On s'occupe des enfants de 0 à 6 ans. Donc, les grandes qualités, qu'est-ce que je pourrais dire? À part la phrase que je trouve banale, je vais là parce que j'aime les enfants. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui n'aiment pas les enfants, je crois. Alors, naturellement, il faut avoir ce penchant pour la petite enfance et puis beaucoup de persévérance parce qu'on pense toujours
entamer une telle profession, c'est pas grand-chose. Et je vous avoue que le curriculum est très chargé. Je vais citer quelques disciplines de ce programme, en plus de la psychologie générale et de la psychologie enfantine. Nous avons aussi des notions de pédiatrie sociale, des notions de droit en ce qui concerne la partie enfant. Nous avons des méthodologies, enfin toutes les méthodologies de toutes les matières que l'enfant aborde quand il vient dans un jardin d'enfants. Et nous avons des notions d'assistance sociale, nous avons des notions de travaux manuels, enfin tout ce qui concerne vraiment le travail de la main. Ensuite, la discipline sportive et la gymnastique et la rythmique. Donc c'est un programme passablement chargé. Et il faut, d'ailleurs, pour commencer à l'école normale en première année, il faut avoir fait sa terminale. Et puis là, bon, on a 3 ans d'études ardues, au bout desquelles l'étudiant ou l'étudiante présente un mémoire de sortie sur un sujet, naturellement préalablement choisi par l'étudiant ou conseillé par la direction de l'école. Mais comme qualité, il faut beaucoup d'aptitudes manuelles, il faut de la patience, il faut un pouvoir créatif, je pense, qui est très important parce qu'il faut tout le temps créer, autant dans l'écrit que dans les jeux. Il faut des qualités humaines, voilà, je dirais morales et humaines. Et je pense que quand on a choisi cette profession, il est difficile de faire n'importe quoi, même dans son comportement en dehors de l'école, parce qu'on a des bases tellement solides du respect de l'autre, du respect de soi d'abord, du respect de l'autre, de la patience, comme je dis, pour attendre le moment où ça va se déclencher dans la tête de l'enfant, parce que tous les enfants ne sont pas à même de comprendre en même temps. Donc la notion de classe, c'est une chose, mais il y a beaucoup de notions d'individualité dans la classe au jardin d'enfants. Alors, il ne faut pas que la jardinière pense que sur les 20 enfants dont elle a la charge, les 20 vont accepter ce qu'elle offre tout de suite. Il y en aura peut-être 15 qui marcheront tout de suite, et puis les 5 autres, il faudra les aider à atteindre le but qu'on veut. Donc, vraiment, je dis toujours qu'une fois qu'on est à l'école, bon, je dis école, mais ce n'est pas vraiment une école au sens ordinaire du terme. Une fois qu'on rentre à son travail, on oublie tout ce qui pourrait nous déranger personnellement dans notre vie et on est là au service des enfants. Parce que ce ne sont pas les enfants qui doivent s'adapter à nous, mais c'est à nous de nous pencher sur ces enfants pour nous adapter à leurs besoins, leurs priorités et leurs soucis. D'accord. Mais on pourrait se demander ce que perd un enfant qui n'a pas fait la petite école. Il perd beaucoup parce que des fois, le parent dit « mais à la maison, j'ai la grand-mère qui est là, qui peut le garder. Vous savez qu'en Haïti, on a le personnel de maison aussi, des fois qui font pratiquement partie de la famille. Mais il y a des choses que l'enfant ne trouvera jamais, même quand ces gens sont de très bonne foi et qu'ils pensent pouvoir. Par exemple, l'un des aspects positifs de cette fréquentation au jardin d'enfants, c'est que l'enfant va être mis au contact de ses pairs. Donc, il sera dans une société égalitaire. Il n'y aura pas le petit dernier de la maison que l'on gâte, qui est le petit chouchou, et puis les grands frères et sœurs, mais il n'y aura que des enfants de 4 ans, par exemple. Donc, c'est une société égalitaire. Et là, l'enfant va apprendre à vivre avec les autres. Pas vivre parmi les autres, vivre avec les autres. Et vivre avec les autres, c'est quoi? Nous le savons, c'est faire des concessions, c'est respecter les droits et la liberté de l'autre pour que nous-mêmes, nous puissions jouir de ces droits et de cette liberté qui nous font du bien. Donc ça, c'est un aspect. Ensuite, au jardin d'enfants, l'enfant va trouver, par exemple, du matériel aux dimensions de cet enfant-là. On ne va pas lui hisser sur une chaise pour adulte. Il a des petites chaises à sa mesure, des tables qui lui conviennent. Donc il sera plus à l'aise pour fonctionner dans un environnement qui lui est dédié entièrement. Quand vous rentrez dans un jardin d'enfants, vous verrez la décoration, vous verrez la propreté,
vous verrez tous ces adultes qui sont là, qui sont au service de l'enfant. Et l'enfant va apprendre à se débrouiller, il va apprendre l'autonomie, ce qui est important. À la maison, le petit dernier, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Pour aller plus vite aussi, on lui laisse ses chaussures, on lui met ses habits, alors qu'au jardin d'enfants, il va apprendre au fur et à mesure à se passer de l'aide de l'adulte. Naturellement, l'adulte est là, au cas où. Mais il faut au fur et à mesure que l'enfant arrive à se débrouiller tout seul. Et c'est l'un des buts, l'une des priorités du jardin d'enfants. Ce que l'enfant obligatoirement ne trouve pas chez lui. Qu'est-ce qu'il va trouver aussi? Il va trouver l'apprentissage d'une langue, quelle que soit la langue, parce qu'il y a des méthodes et des procédés qui vont lui permettre d'accéder à cette langue s'il ne la parle pas. Et même quand il la parle chez lui, il y a des limites à son vocabulaire. On ne va pas demander à un enfant de 3 ans d'avoir le vocabulaire d'un enfant de 5-6 ans. Donc c'est au fur et à mesure que cet enfant va progresser et avoir des mots en plus dans son vocabulaire, nommer les choses par leur nom. Parce qu'à la maison, on a tendance à le traiter en bébé. Et on va lui créer des petits termes vraiment qui ne sont pas les vrais noms des choses. Tandis qu'au jardin d'enfants, il est censé savoir que ça, c'est le livre. On ne va pas lui dire, va prendre la petite chose qui ressemble à ceci, à cela. On va lui dire carrément, même quand il ne parle pas la langue dans laquelle on s'exprime soi-même. Parce que notre but, c'est de lui apprendre la langue qu'il n'a pas. Donc on lui dira dès le départ, voici le coussin, donne-moi le coussin. Donc automatiquement il sait que ça c'est le coussin. Quelle que soit la langue, qu'il parle anglais, créole, espagnol, russe, chinois, si tu abordes la langue avec lui comme ça, tu le mets dans le bain de la langue tout de suite. Et ça je crois que c'est le jardin d'enfants qui vraiment peut le faire. On a compris que la vie de l'homme se divise en parties. Et l'une des parties les plus importantes, c'est l'enfance, on l'a compris avec Madame Sabine Boisson. Et justement, la première partie de cette émission prend fin ici. On vous revient tout de suite après la pause. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. Après la pause, chers téléspectatrices et téléspectateurs, merci d'être encore des nôtres chez Madame Sabine Boisson, qui est éducatrice de la petite enfance. On a parlé au cours de la première partie de l'importance de l'éducation à la base, mais on pourrait se demander ce qui vous a poussé vers ce métier, quel a été le déclic? Bon, je crois que du plus loin que je remonte dans mes origines et dans ma famille, tout le monde, ou vraiment presque tout le monde, est éducateur. Donc quand je suis arrivée en ce bas monde, je suis tombée, comme je dis, dans la marmite, parce que partout où je tournais les yeux, il n'y avait que des éducateurs. Et après mes études classiques, après ma terminale, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse de comprendre pourquoi l'éducation des enfants en bas âge est aussi importante. Parce que j'avais lu une phrase, on disait que c'est la partie cruciale de l'éducation, la partie entre 0 et 6 ans. Alors, je dis 0 et 6 ans, vous devez quand même vous poser des questions. Pourquoi elle dit 0? C'est parce que l'éducation de l'être humain, ça commence bien avant la naissance. C'est déjà quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, ça commence déjà parce que l'enfant perçoit les sensations, perçoit les états d'âme de la mère. Alors, je pense que je me suis posé des questions à savoir mais pourquoi. Et ça n'a pas été difficile pour moi de choisir cette profession-là
pour toutes ces questions que je me posais et pour ce centre d'études pour l'éducation préscolaire qui avait ouvert depuis quelque temps. Donc je me suis dit autant commencer, mais je ne pensais pas que je serais une adepte aussi passionnée de ce que je fais, ce que j'ai fait et ce que je ferai sûrement. Et justement, on va parler de ce que vous avez fait. Qu'avez-vous fait justement dans le secteur, dans le milieu? Ce que j'ai fait, j'aurais préféré que quelqu'un d'autre dise parce que j'ai formé tant d'enfants que c'est un bonheur pour moi quand je replonge dans mes souvenirs de me rappeler celui-ci, celui-là, comment au départ c'était pas évident et ce qu'on a pu en faire au fil du temps et ce que tous ces enfants sont devenus en tant qu'adolescents, jeunes adultes et adultes confirmés maintenant, je pense. Ce que j'ai fait, enfin mon œuvre, c'est vraiment le jardin d'enfants que j'ai fondé, le Kindergarten Sabine, et qui a fonctionné pendant 38 ans. Donc je crois que 38 ans, c'est pas rien. Et au fur et à mesure que les années passaient, plus je m'affirmais dans ma profession. Parce que quand on vient d'être diplômé, on a le diplôme. Mais maintenant, il faut pratiquer, il faut être plongé dans les classes, dans les groupes d'enfants. Et je pense qu'au fur et à mesure, je me suis affirmée dans la profession. Et donc, j'ai fondé et dirigé ce jardin d'enfants qui recevait les enfants de 2 à 6 ans. Et après leur passage chez moi, et comme dans tout autre jardin d'enfants, ces enfants s'envolaient vers les écoles primaires que le pays pouvait leur offrir, selon le choix de leurs parents, bien sûr. Et puis, tout au long de ma carrière, justement, j'ai produit du matériel éducatif qui devait aider au progrès des enfants, parce qu'il leur faut du matériel. Et j'ai fait du matériel, quand je parle de matériel, j'ai créé des puzzles, des jeux d'enfilage, j'ai créé certaines choses. Mais je crois que je me suis plutôt affirmée dans l'écriture. J'ai écrit beaucoup de textes, beaucoup de poésie. Et mes dernières trouvailles, ce sont des devinettes, des charades. Pour les enfants, comme je dis souvent, de 2 à 77 ans, on va dire, comme on a coutume de dire. Parce que au départ, c'était pour les enfants du jardin d'enfants, de mon jardin d'enfants. Mes écrits ont brisé les barrières et sont sortis, se sont envolés vers toutes les écoles, tous les jardins d'enfants de la capitale de la province. Ce qui me fait beaucoup plaisir, parce que quand je travaille avec un enfant qui appartient à mon école, c'est une chose, je connais l'enfant, je sais comment aborder. Mais quand il m'arrive d'être invité, par exemple, dans d'autres écoles pour assister à des démonstrations, Pirouli, alors là, ça a une valeur, une autre valeur. Et ça me fait plaisir de voir que ce que j'ai pu faire dans ma carrière peut servir un peu à tout le monde. Et je dois dire que je ne reçois que des retombées positives sur mes écrits. Et à part les livrets de poésie Pirouli, j'ai aussi un autre volet. Ce sont des cahiers de travail pour les jardins d'enfants et les petites classes primaires. Comme il était une fois à Haïti, parce que j'avais appris à l'école normale qu'il faut attacher l'enfant à son pays. Il n'est pas dit qu'il aime son pays comme ça. Non, il faut l'attacher à son pays et il y a des moyens de le faire. En lui parlant du pays, justement, une chose aussi simple que lui faire découvrir les fruits d'Haïti, l'emmener faire des promenades au bord de la mer, pour qu'il s'attache à son pays et qu'il se rende compte que son pays offre aussi des choses positives. Et vous savez que de plus en plus, Haïti, on parle d'Haïti plutôt dans le sens négatif. Les fatras, etc. Nous autres éducateurs, nous avons pour devoir et pour plaisir d'attacher l'enfant, de le faire revenir à ce pays-là qu'il a vu naître et probablement qu'il le verra s'épanouir et où il passera sa vie, même quand il s'en va, il y en a beaucoup qui reviennent. Alors je pense que c'est un travail que nous faisons dans les jardins d'enfants
Et il n'y a pas une fête nationale que nous ne fêtons dans les jardins d'enfants, comme la fête du drapeau par exemple. Je crois que les plus belles parades pour le drapeau se passent dans les jardins d'enfants. Et puis, mes écrits, comme je dis, ont dépassé mes frontières à moi. Et du point de vue cahier de travail, à part le Il était une fois Haïti, c'est un petit cahier d'histoire d'Haïti, mais au niveau des petits. Bon, j'ai mes cahiers de prérequis aussi qui vont aider l'enfant à s'habituer aux éléments qui lui permettront plus tard d'apprendre à écrire, à lire et à compter. Ensuite, il y a la ronde des métiers, qui est un cahier où l'enfant est mis en contact avec la brochette, une belle brochette de métiers. Donc je pense que c'est ça. Justement, vous parliez de Il était une fois Haïti. C'est un livre que j'ai eu à porter en classe de primaire. Voilà. Et justement, je vous remercie et je vous remercie au nom de tous ceux qui ont étudié dans ce livre. C'est un livre très intéressant. Ah oui, moi je le considérais comme la friandise de fin de semaine. Enfin, au jardin d'enfants chez moi, le vendredi, tous les enfants savaient qu'on allait dans le cahier. Et je dois dire que vraiment les enfants ont appris beaucoup de choses sans avoir l'air d'y toucher. Ils connaissaient vraiment quelques notions de base de notre belle histoire d'Haïti. Et ça, c'est une fierté pour moi, hein, d'avoir celui qui me fait l'entrevue, qui s'est servi de Il était une fois Haïti. C'est une publicité pour mon cahier. Je te remercie. Et voilà, nous arrivons au terme de cette deuxième partie. Nous observons une courte pause. On se retrouve tout de suite après. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h am et jeudi 5h p.m. Nous sommes de retour après la pause. Nous allons continuer à parler d'enfants avec une personne qui connaît bien les enfants. Nous allons aussi parler de Piouli. Mais Madame Boisson, au cours d'une de vos prises de parole, vous avez eu à dire, en parlant des enfants, donnez-lui un livre pour qu'il se sente grand. D'après vous, le plus beau compliment qu'on puisse faire à un enfant, c'est lui dire qu'il est grand. Pour l'enfant de 2 ans, tenir un livre comme son aîné lui procure une certaine fierté, l'impression d'être un grand comme son aîné. Et justement, au cours de la première partie, vous nous avez dit que chez l'enfant, on lui dit, pour parler d'un livre, on peut lui dire cet objet, on peut essayer de décrire le livre, mais on ne dit pas que c'est un livre. Vous dites que la différence qu'il y a à la maternelle, on lui dit carrément que c'est un livre. Est-ce que cette idée de faire comprendre à l'enfant que c'est un enfant, le fait qu'il voit qu'on ne s'exprime pas avec lui de la même façon qu'on s'exprime avec son grand frère, sa grande sœur, ça peut poser problème? Certainement, parce que tout individu aspire à évoluer. À partir de son bas âge jusqu'à... Enfin, toi, tu aspires à évoluer. Tu voudrais aller plus loin que tu n'es aujourd'hui, là, maintenant. Alors, le fait pour l'adulte de parler à l'enfant avec des mots, les mots qui conviennent, je ne dis même pas des mots d'adulte, les véritables mots qui désignent les choses et les êtres, mais ça le met, premièrement, il acquiert le vocabulaire tout de suite. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'escale. On va directement aux mots. Et à partir de ce moment, l'enfance, ça l'aide à évoluer, ça l'aide à grandir. Parce qu'on ne va pas le traiter en bébé. Quand on lui parle bébé, on le traite en bébé. Ça veut dire qu'il n'est pas grand. Or, comme je l'ai dit souvent dans mes interventions, le plus gros compliment qu'on puisse faire à un enfant, tu es grand. Moi, j'ai essayé, tu es beau, tu es gentil. Je crois que la réaction la meilleure que j'ai obtenue, c'est quand je disais à un enfant, tu es grand. Ou bien, tu es tellement grand que je sais que tu vas bien faire, par exemple. Même quand je sais que l'enfant n'est pas encore à bien faire. J'anticipe. Et je t'avoue
que j'ai eu des résultats très positifs. Donc il ne faut pas traiter l'enfant en bébé. Il ne faut pas le brusquer. Il ne faut pas le pousser vers la porte de là où il va être un adulte. Mais il faut lui prendre la main et l'emmener vers demain, comme a si bien dit Yves Duteil, ce chanteur français que j'aime beaucoup, prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Donc nous sommes là, nous autres, pour leur donner un rayon de lumière et de passer. Donc pour qu'ils acceptent cette lumière, pour qu'ils soient confortables dans cette lumière, il faut bien qu'on les guide, mais qu'on les guide vraiment. Pas en prenant les petites étapes de la vie de bébé avant d'arriver, parce que soi-disant il est petit, il ne comprend pas. Il est petit mais il comprend. Mais il s'agit pour nous de trouver les moyens de nous faire comprendre. Alors j'anticipe peut-être une question que tu pourrais me poser, mais pour un enfant par exemple, un petit haïtien qui parle créole, parce que nous recevons des enfants de tout milieu, de toute catégorie, le jardin d'enfants n'a pas de barrière. Alors tu reçois un enfant créolophone et tu veux lui apprendre à parler le français, par exemple. Je prends français parce qu'en Haïti, c'est créole et français. Mais comment on va faire pour qu'il comprenne? Il faut le plonger dans ce bain-là. Et je prends toujours l'exemple d'une école où tu vas apprendre à parler anglais, par exemple, ou espagnol. En tant qu'adulte, toi, dès que tu arrives, le professeur te dit bonjour en anglais, le premier jour. Ou te dit bonjour en espagnol, le premier jour. Il ne va pas te dire tel mot, ça veut dire non. Ce n'est pas nécessaire. Alors, à l'âge entre 2 et 6 ans, où l'enfant est considéré comme un papier buvard, il absorbe tout ce qui passe à sa portée. Pourquoi ne pas profiter justement de cette période de construction pour introduire la langue qu'on veut introduire, que ce soit le français, l'anglais ou ce que tu veux. Donc, quand je vais lui dire va prendre le parapluie, je ne vais pas lui expliquer dans l'autre langue avant c'est quoi parapluie. Je prends le parapluie, je lui dis voici le parapluie. Je redépose le parapluie, je lui dis maintenant va prendre le parapluie. Il n'y a pas moyen qu'il ne comprenne pas. Je prends un exemple qui me vient comme ça parce que, bon. Donc, devenir grand étant la priorité pour lui, autant le traiter en grand. Et il faut voir les enfants de la dernière année au préscolaire, les enfants de 5 ans. C'est comme les enfants, les jeunes de terminale dans une école secondaire. Ils sont à l'aise, ils sont là depuis 3 ou 4 ans. Ils vont aider avec les plus jeunes. On va les prendre tout le temps comme exemple en montrant aux plus petits, regardez comment il est grand, regardez comment il se conduit, voilà. Donc, c'est important. Vous parliez de langue, nous sommes dans un pays où on parle français et créole, mais à l'école on parle surtout le français. Mais un parent qui aimerait que son enfant, vers l'âge de 14-16 ans, puisse communiquer dans 4 langues, le créole, le français, l'anglais et l'espagnol. Donc comment faire dès le début? Est-ce qu'il faut apprendre les 4 langues à l'enfant d'un coup ou bien... Parce que d'après ce que j'ai appris, on dit que l'enfant d'âge préscolaire est à l'âge des intérêts glossiques. Dans glossique, il y a langue. Donc, étant à l'âge des intérêts glossiques, tu peux introduire toutes les langues que tu veux. Naturellement, tu les introduis. Mais faut-il bien qu'il continue après? Parce que l'enfant qui passe au jardin d'enfants, il passe 3 ans au maximum. On va dire 4 ans, puisque les enfants arrivent maintenant dès l'âge de 2 ans. Ils passent 4 ans avec nous. Donc, même quand tu introduis ces langues pendant son passage chez toi, à l'école maternelle, mais s'il ne continue pas, après, il perd. Il perd le bénéfice des langues. Mais je pense qu'on peut implanter les langues au jardin d'enfants et il faut voir avec quelle facilité. Ça peut même te donner des complexes en tant qu'adulte, tellement l'enfant, c'est un papier buvard, il attrape tout ce qui passe et c'est la raison pour laquelle on dit souvent il faut le mettre dans des conditions optimales, des conditions de beauté, de vérité, de bien, parce qu'il va attraper le mauvais aussi, parce qu'il attrape tout. Donc, je crois que l'histoire des langues, c'est peut-être un faux problème. Si le travail est bien fait au niveau de l'école maternelle, il y a plus de facilité qu'on le continue après. Mais est-ce qu'on le continue après? Ça, je ne sais pas.
Parce que moi, ma mission, c'est vraiment le jardin d'enfants et c'est de donner ce rayon de lumière. Et puis moi, après, je m'efface. Et après, je revois les rayons. Vous n'êtes pas les seuls à parler du soleil. Je revois les rayons qui viennent à moi ou que je rencontre. Et c'est ça. Et on voit justement que vous les prenez pour des grands parce que vous écrivez pour les enfants. On pourrait se dire, mais ils sont trop jeunes pour lire, pour comprendre. Mais vous-même, vous voyez ça d'une autre manière. Parce que, à titre d'éducatrice, vous mettez l'accent sur la nécessité de donner un livre à un enfant. Vous dites que même s'il ne sait pas lire, afin qu'il le manipule, le tienne. Pour vous, un livre constitué d'images suffit. Qu'est-ce que ça apporte le fait de mettre l'enfant en contact avec le livre dès son plus jeune âge? Le petit enfant est un être absolument sensoriel. Les informations, les connaissances vont pénétrer en lui par les sens. Donc c'est pourquoi au jardin d'enfants, nous avons une éducation sensorielle très poussée pour lui apprendre. Il a les sens. On est avec les sens. C'est vrai, les 5 sens, on est avec. Mais l'enfant ne sait pas absolument s'en servir. Donc au jardin d'enfants, nous allons porter l'accent sur cette éducation sensorielle. Donc le fait pour lui de tenir le livre, c'est une sensation, c'est presque sensuel pour lui d'avoir le livre en main. Et vous allez voir qu'il va le tripoter, il va tourner les pages. Il y en a même qui vont déchirer aussi quand ils sont très très jeunes. Bon, ça ne fait pas plaisir aux adultes. Mais c'est à nous de lui apprendre le respect de ce livre, parce qu'il ne sait pas. Et il va aimer le livre. Pourquoi? Parce qu'il a vu les plus grands avoir leur livre. Et il a compris, par tout ce qu'il entend et par les actions menées autour de lui avec les plus grands, que c'est un élément important dans la vie de quelqu'un. Quand on veut grandir, justement, je reprends le verbe, quand on veut évoluer, quand on veut s'en aller vers demain. Donc, c'est important de savoir comprendre un livre. Donc, en lui donnant un livre, il va avoir la sensation qu'on l'aide à grandir. Et j'ai remarqué que plus tu lui donnes le livre tôt, mieux ça vaut. Je vois dans certaines familles, par exemple, que les enfants de 6 mois, ils ont un livre. Naturellement, avec les progrès de la science, on fait des livres costauds, on fait des livres en tissu, on fait des livres en carton très forts. Et plus l'enfant est jeune, moins il y a d'écriture dans le livre, il y a des images. Et j'ai expérimenté quelque chose qui me frappe et que je retiens. Dans une grande capitale d'Amérique du Nord, un enfant qui venait de naître reçoit un petit sac de la bibliothèque municipale. Et il y a un livre dans le sac. Et sur le livre, c'est marqué « Un bébé égale un livre ». L'enfant venait de naître. Je trouve ça tellement extraordinaire. Je dis, ça veut dire que quand plus un pays est avancé, plus il va axer son action sur la connaissance. Le livre, le bébé venait de naître. Naturellement, c'est un livre en carton très fort, avec une image par page et très peu de pages. Donc, ceci qui veut dire que le parent lui-même doit comprendre l'importance et feuilleter, parler du livre à l'enfant, lui décrire les images qui sont sur les pages. Et c'est ça le livre, c'est tout ça le livre. D'accord. En parlant de livres, on doit parler de Piouli. À partir de 1998, vous avez décidé de distribuer des friandises aux enfants. Si on peut dire, vous écrivez des livres pour enfants. Piouli, parlez-nous-en. Je sais que tu es poète et tu as bien trouvé, hein? Parce que j'ai commencé, je veux dire, tout à fait par hasard. Je suis quelqu'un toujours à gribouiller, à écrire. Tout ce que je vois, hein? J'écris. Il m'est même arrivé d'arrêter ma voiture, de la garer sur le bord du chemin parce que j'avais une idée qui m'était venue ou que j'avais vu quelque chose dans la rue qui m'avait plu et que je notais sur un Kleenex ou n'importe quoi. Il m'est arrivé de faire ça. Alors, quand j'ai commencé à écrire ces textes-là, ces petits textes que j'appelle des poésies pour les enfants, c'était véritablement parce que mes collaborateurs me demandaient souvent. On a besoin d'un petit texte sur l'orange, par exemple,
on va faire le thème du chien dans la classe. Parce qu'au jardin d'enfants, nous travaillons suivant des thèmes de vie. Et chaque thème de vie, après avoir parlé du sujet à l'enfant, il faut bien qu'on lui trouve une petite poésie, une petite chanson, lui parlant du thème, comme ça assoit bien les connaissances. Donc, j'ai commencé, et puis un jour, je me suis dit, tiens, j'en ai tellement, je vais essayer de réunir ça. Et puis, j'ai fait le Pirouli 1, on va dire. Mais pour moi, c'était le Pirouli 1, et puis, point barre. Et voilà que j'en suis au 15e. Comme quoi, ça n'a pas l'intention de s'arrêter. Et je peux même avouer que j'ai un 16e en préparation. Et je crois que le travail que ça m'a permis de faire dans mon jardin d'enfants, où mes collaborateurs ont été des personnes exceptionnelles, je profite pour les saluer, si elles regardent. Et j'ai été entourée d'une équipe vraiment hors du commun. Et je leur rends hommage, je tiens à leur rendre hommage, parce que sans elles, sans le suivi qu'elles faisaient chaque fois de ce que je proposais, ça n'aurait pas été possible. La route n'aurait pas été si belle. Et la façon de voir que ça marchait, c'était les résultats que nous obtenions avec les enfants, dont nous avions la charge. Donc, les Piroulis ont été expérimentés, je peux dire, en totalité au Kindergarten Sabine. Et ça c'était la matière première de toutes les manifestations culturelles à l'école. Et c'est pas le tout de prendre le livre, d'apprendre le texte. C'est tout un travail qui se fait autour. Premièrement, c'est apporter le matériel souvent dont parle le texte, pour que les enfants soient mis en contact avec ce matériel, pour que les mots ne résonnent pas creux. Ce sont des mots qui ont une signification, qui ont une lourdeur, qui ont un sens. Donc, et certains d'entre eux, certains textes, nous ont permis de faire même des montages, on va dire théâtraux. Parce que souvent, par exemple, il y a un texte, je ne me rappelle plus dans lequel des livrets il est, qui s'appelle Les Indiens d'Haïti. Et un jour, mes collaborateurs, sans moi, ont monté ça en théâtre, on va dire. Et les enfants étaient Kaonabo, Anakaona, Boekio, Guakanagarik, et puis le village des Indiens, et puis la Joupa, et puis la nourriture des Indiens. Ça a été une manifestation extraordinaire. Et inutile de dire que ces choses-là font tache d'huile dans l'esprit de l'enfant. La petite qui a fait Anakaona n'oubliera jamais qu'elle a été Anakaona. Et puis le grand Guakanagarik, et puis le vieux Boekio, il fallait voir comment l'enfant a mimé ça de manière magistrale. Et ça, bon, ça m'est venu en tête maintenant, mais tant d'autres textes. C'est comme dans le Pirouli 12, il y a Jolie ville d'Haïti. Je voulais qu'il soit conscient qu'on n'est pas que dans notre école et dans notre rue et dans notre capitale, mais qu'il y avait d'autres villes. Donc on a commencé à intéresser les parents à nous dire aussi de quelle région ils venaient, parce que l'enfant ne sait pas obligatoirement. Et puis maintenant, Jolie ville d'Haïti, c'est une carte d'Haïti. N'oublie pas que l'enfant ne sait pas lire. Et maintenant, l'enfant va déclamer son texte pour citer les villes. Et il fallait voir avec quelle dextérité l'enfant montrait les villes. Je me suis dit, même certains adultes ne savent pas où se trouve telle ville forcément. Et il fallait voir, l'enfant était là, pas au prince. Recevait-elle des princes? En tout cas, il est important de connaître la capitale, par exemple. Enfin, je dis ça comme ça, c'est peut-être pas les vraies paroles. Et puis l'enfant, avec sa petite baguette en main, remontait, redescendait vers le sud. Ça fait un numéro d'une fête qu'on a faite à l'école, extraordinaire. Les gens ne croyaient pas. Ils disaient, c'est pas possible qu'un enfant de 5 ans puisse. Je dis, mais voilà. Donc ne me dites pas que c'est long, l'enfant peut. Et on peut repousser les limites. Naturellement, il ne faut pas aller au-delà des limites. Mais l'enfant peut aller très loin. C'est tellement intéressant de parler des enfants. On va observer une pause, on va revenir à Pirouli justement, mais juste avant, on observe une pause et on se retrouve tout de suite après. Dans une ambiance conviviale, un nom,
une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25 dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. Nous sommes de retour après notre dernière pause. Nous parlions justement de Pirouli et Madame Boisson va nous faire le plaisir, l'honneur de nous lire un extrait de Pirouli. Bon, c'est avec plaisir. Alors, quand il faudra m'arrêter, il faudra me faire signe. Le texte s'appelle Jolie ville d'Haïti. Connaissez-vous, chers amis, les charmantes villes d'Haïti? Avec les jolis noms dont on les a baptisés, quel régal pour les oreilles! Et rien qu'à les nommer, on a envie de s'y balader. Oyez plutôt. Et à coup sûr, à mon avis, vous vous rangerez. Jadis, Port-au-Prince recevait-elle des princes? En tout cas, il est capital de connaître la capitale. L'exquise Pétionville, cernée de bidonville, est un joyau en péril de notre petite île. Le sud et le sud-est très coquet nous livrent leurs secrets, avec Jacmel la belle aux senteurs d'hydromel et au doux nom de miel. Allons donc en caravane à Léogane et à Miragouane sur nos bécanes. Et sans aucune entrave, Grand Goave et Petit Goave nous offrent leurs goyaves. Un petit crochet à la Gonave pour voir les champs d'agave et qui sait, dans une enclave, découvrir une épave au loin des côtes que la mer délave. À Jérémie, la mer nous dédie sa douce mélodie et cela nous éblouit. Quelles sont bonnes les papayes de l'opulente ville des Cailles et quelles sont laiteuses les caïmites des fertiles îles caïmites. Un petit flash à l'île à Vache qui joue à cache-cache avec la grande terre. Quel panache! Puis, hardiment virons de bord et filons vers le nord pour continuer notre quête au trésor. Alors, on comprend que la tortue, sous sa carapace dodue, ait pu abriter la cohue de l'intrépide tribu des flibustiers sans vertu et des pirates longtemps invaincus. Mais à mi-chemin, franchissons les haies et rendons-nous à l'Arcahaie pour voir flotter très haut notre beau drapeau. Et là, de bas en haut de la carte, Saint-Marc, Gonaïves et Port-de-Paix nous offrent leurs bijoux antillais. Sans oublier le fier cap haïtien qui plaît ô combien aux étrangers comme aux Haïtiens. Quelles sont jolies les villes de mon pays! En y faisant escale, on est sûr et certain de prendre avec plaisir le véritable goût d'Haïti. Pirouli 12. Merci beaucoup, madame. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos textes, il y a une partie où on apprend aux jeunes, mais il y a aussi du plaisir à lire. Il y a les deux facettes. Il y a les deux facettes. L'enfant prend plaisir à déclamer et surtout quand il a compris ce dont il s'agit. Et si vous nous parliez de livre jeunesse? Bon, livre jeunesse, c'est une manifestation culturelle qui se passe au mois de mai. Et nous avons fêté la 12e prestation de livre jeunesse en mai dernier. Madame Ilona Armand s'est adjoint des auteurs qui s'occupent de la littérature jeunesse. Des enfants petits, de jeunes enfants, de jeunes adultes. Et vraiment, c'est là notre spécialité, c'est produire une littérature s'adressant aux enfants. Et ça se passe au cours du mois de mai, un samedi du mois de mai en général. Et il faut voir ce jour-là défiler des centaines d'enfants qui amènent leurs parents. Ce ne sont pas les parents qui amènent les enfants. Et les enfants sont tout émerveillés, premièrement, de découvrir tous ces livres qui leur sont destinés. Et en plus, ce qui leur plaît aussi, c'est de voir
la personne qui a écrit pour eux, converser avec cette personne, lui demander de dédicacer le livre. Et je pense que les auteurs sont très riches de pouvoir converser avec ce jeune auditoire. Et ça se passe toujours un samedi du mois de mai. Les dernières fois, ça s'est passé à l'école des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre. Et vraiment, le nombre d'enfants est croissant. De plus en plus d'enfants arrivent et au cours de cette journée, justement, qu'il ne faut pas confondre avec une journée de kermesse. Ce n'est pas une kermesse. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas... Non. C'est une journée où le livre est le héros du jour, est le centre d'intérêt de la journée. Et tous ceux qui viennent pour le livre. Et nous sommes une palette d'auteurs qui écrivent pour les enfants, qui sommes réunis ce jour-là. Et vraiment, ça vaut le coup de participer. Moi, je remercie qu'on ait fait appel à moi pour cette manifestation. D'accord. Nous avons compris que vous avez beaucoup de succès auprès des jeunes, des enfants, aussi des adultes, mais vous avez sûrement rencontré des obstacles. En général, les obstacles que je rencontre, au lieu de m'arrêter, me font rebondir. L'obstacle, je monte sur l'obstacle et j'essaie d'être propulsé un peu plus loin. Parce que les obstacles, qui n'en a pas eu, les échecs aussi, les déconvenus, je crois que tout être humain en a eu. Et moi, le plus gros problème auquel j'ai été confronté pour parler de ma carrière, c'est le tremblement de terre. Alors souvent on me dit, mais tu as laissé tomber? Je dis non, le tremblement de terre m'a laissé tomber. Mais n'empêche que ce que j'ai vécu pendant toutes ces années-là, c'est vraiment un acquis qui ne s'en ira qu'avec moi. Et grâce à Dieu, je peux encore continuer dans mon domaine, même si je n'ai plus le jardin d'enfants. Mais j'écris beaucoup, je continue d'écrire. On fait appel à moi pour certains séminaires qui parlent d'enfants, bien sûr. Et le dernier auquel j'ai participé, c'est celui de Satigny, à Thomasin. Et ça fait toujours plaisir de voir cette belle brochette d'éducateurs de tous horizons qui viennent de la province, de partout. Et on se remet ensemble pour faire comme un recyclage, pour mettre à jour nos connaissances. Et j'avoue que si ces gens apprennent de moi, j'apprends aussi d'eux, parce que leurs expériences ne sont pas forcément les miennes. Et c'est un échange vraiment extraordinaire. Mais vous disiez que les obstacles, vous les surmontez. Mais pourquoi ne pas avoir recommencé avec votre école? Si je dois être honnête, ça me demanderait un investissement personnel et un investissement tout court, économique trop important. Parce que vous pensez qu'au cours de toutes ces années, il y a eu accumulation de matériel. Autant le matériel que je trouvais dans le commerce que le matériel que je fabriquais moi-même. Et je dois dire que même en ayant les moyens économiques pour le faire, il y a une partie de ce matériel que je ne retrouverai pas parce qu'on ne le fait plus. Et c'est un matériel qui était vraiment extraordinaire. Donc, on va dire que j'ai pris une petite retraite anticipée. Mais je continue. Je continue, je fonce dans mon domaine. Et puis c'est l'occasion pour moi de dire que tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai été et tout ce que peut-être je serai dans les années à venir, je le dois à ma famille. Je me permets de citer ces personnes qui sont d'abord ma mère, Raymonde Colimon-Boisson, qui m'a formée du point de vue académique parce qu'elle avait son école. Donc c'est là que j'ai étudié. Je n'ai fait mes dernières classes terminales ailleurs parce qu'elle avait décidé de s'arrêter à un certain moment. Et puis ma tante, Marie-Thérèse Colimon-Hall, qui a été la fondatrice de l'école normale de jardinière d'enfants. Donc j'ai été apprendre ma profession chez elle. Et puis je voudrais ne pas oublier mes frères et sœurs, mes enfants, qui m'ont toujours soutenu, vraiment porté à bout de bras pour que je continue. Donc je leur fais un petit coucou. Mon père, lui, il a été vraiment de manière fort agréable. Il m'a aidé à comprendre
les œuvres des auteurs classiques, les œuvres des auteurs musicaux classiques. Et je pense que de là me vient la passion de la belle musique classique. Il faut oublier personne. Et après toutes ces années d'expérience, vous êtes à même de conseiller les parents. Je suppose, puisque vous ne pratiquez plus, mais vous pourriez conseiller ceux et celles qui pratiquent encore, et en particulier les parents. Ce serait quoi ces conseils pour éduquer les jeunes enfants? Bon, les conseils, ce serait premièrement de faire le bon choix de l'école maternelle où ils veulent mettre leurs enfants, en souhaitant ardemment que vraiment un jour, tous les enfants aillent à l'école maternelle. Et puis en même temps d'être l'ami de l'école dans laquelle leur enfant se trouve. Parce que c'est la collaboration entre l'école et la famille qui produit l'individu, le petit individu qu'est l'enfant. Et je pense que l'école est toujours disposée à recevoir le parent à n'importe quel moment pour donner un éclaircissement sur quelque chose qui s'est passé ou que l'enfant raconte par exemple. Et comme l'enfant raconte beaucoup de choses à l'école, il raconte sa vie privée. Et parfois les parents ne savent même pas à quel point on connaît leur vie privée. Pas parce qu'on a voulu, pas parce qu'on a cherché, mais parce qu'un jour, comme ça, on a appris qu'il se passait telle ou telle chose dans la maison. Et je pense que c'est important qu'une fois l'école choisie par le parent, que le parent fasse confiance à cette école. Parce que si à la maison, on dit des choses désagréables de l'école en présence de l'enfant, le travail, on ne peut rien faire à ce moment. Pour que l'enfant se sente confortable, il faut qu'il sente qu'il y a une cohésion entre l'école et la famille. Donc c'est pourquoi je dis aux parents, il faut toujours bien prendre le temps de choisir l'école, la première école de l'enfant. C'est important. Parce que cette école maternelle n'est pas une école au sens ordinaire du terme, mais est plutôt un prolongement de la famille. Donc le parent doit avoir ses entrées et sorties. L'école ne peut pas aller chez le parent, mais le parent doit pouvoir arriver quand il peut, quand il veut, quand cela l'arrange, et constater de par lui-même ce qui se passe dans cet établissement. Donc le conseil c'est ça, soyez l'ami des éducateurs. S'il y a quelque chose qui se passe et que vous n'appréciez pas, il faut pouvoir le dire. C'est ça. Ça nous a fait plaisir d'avoir cet entretien avec vous, mais on s'approche de la fin et ce serait quoi vos derniers mots? Mon dernier mot, ce serait à l'adresse de toutes les personnes qui me connaissent et aux personnes qui ne me connaissent pas, de leur dire que vraiment c'est une profession extraordinaire, que j'ai eu dans ma vie des relations avec beaucoup de personnes de valeur que je ne peux pas citer ici parce que la liste serait trop longue, ça ferait l'objet d'une autre émission. Mais elles se connaissent et toutes celles qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, je les embrasse très fort et je leur dis tenez ce bout de fil qu'est l'éducation du petit enfant parce qu'il n'y a que cette éducation préscolaire qui donnera à l'avenir un autre pays d'Haïti, comme nous le souhaitons tous, du plus haut commis de l'État jusqu'aux petits fonctionnaires. Nous n'avons qu'un souhait, que notre pays soit différent. Or, le pays ne sera différent que quand les générations actuelles, les petites générations actuelles, elles aient une formation qui leur permette d'accéder maintenant à l'âge adulte. Prenez-les par la main, emmenez-les vers demain. Merci Yves Duteil et merci tous ceux qui m'ont écouté. Et j'espère que ça n'aura pas été chose vaine ce matin, notre petite conversation. Merci beaucoup, madame, de nous avoir reçus. Merci de vos conseils. Merci d'avoir expliqué toute cette belle chose qu'est l'éducation des petits-enfants. Et on vous dit merci encore, au revoir et on attend impatiemment votre 16e période. Merci, c'est un souhait qu'il faut me faire parce que chaque fois, on va dire que c'est pas facile d'arriver, d'avoir le livre en tant qu'objet dans les mains. Il y a tout un long processus, mais il faut me le souhaiter parce que moi, je le veux.
D'accord, madame. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres pour cette émission. Nous vous quittons, nous vous disons au revoir et à la prochaine.